Donc bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Société française de physique, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée Connaissance de l'univers. Où en sommes-nous ? C'est la 3e année consécutive que la Société française de physique organise, après son assemblée générale, une journée dédiée à un thème particulier sur lequel il nous paraît intéressant de faire le point. Donc il y a 2 ans, la journée avait été consacrée à l'enseignement de la physique et à la réforme du bac. L'année dernière, c'était le climat, l'énergie et l'environnement. Et donc cette année, nous avons choisi de prendre un petit peu plus de hauteur encore et de faire le point sur les connaissances de l'univers. Alors, ce choix nous a été inspiré, bien sûr, comme vous l'avez deviné, par les lauréats du prix Nobel de physique 2019. Et comme vous le savez, le comité Nobel a attribué son prix pour deux thématiques totalement distinctes de l'astronomie et de l'astrophysique, et donc qui sont sans lien direct. Puisque d'une part, il y a eu James Peebles qui a été récompensé de Princeton, qui a été récompensé pour ses travaux, on va dire, en cosmologie. Il peut être vu comme le père de la cosmologie moderne. Et d'autre part, il y a eu Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève qui, eux, ont été récompensés pour la découverte en 1995 d'une exoplanète. Donc 2 thématiques complètement différentes qui vont rythmer la journée d'aujourd'hui, puisque nous allons aborder successivement ces 2 thématiques. Donc ce matin, nous allons avoir 2 orateurs, une oratrice et un orateur, qui vont nous situer respectivement chacune de ces thématiques. Et puis cet après-midi, nous allons les creuser davantage, fort de ce qu'on aura appris ce matin, au travers de tables rondes et de présentations qui permettront, bien entendu, d'interagir avec vous, puisque le but n'est pas seulement de faire des présentations, mais d'avoir un échange avec vous tous. Alors, il n'y aura pas de conclusion générale à l'issue de la 2e table ronde de l'après-midi. Donc, je voudrais dès à présent remercier un certain nombre de personnes. D'abord, bien sûr, remercier la division astrophysique de la SFP, puisque c'est elle qui organise cette journée. Donc, merci à son président Zaccaria Meliani. Je voudrais aussi remercier l'École normale supérieure qui nous met, comme les années précédentes, à disposition son amphithéâtre. Donc merci beaucoup à Jean-Marc Berroir d'avoir une fois de plus accueilli cette journée. Et enfin, je voudrais juste vous dire que pour la première fois, nous allons enregistrer cette journée. Donc, ce sera l'occasion pour nous ensuite de poster, comme on dit, ces vidéos sur notre nouveau site. Et je vous encourage tous d'ailleurs d'aller voir le site de la Société française de physique, où vous retrouverez donc dans un 2e temps cette journée enregistrée. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps sur les exposés qui vont venir, j'ai le plaisir d'appeler Françoise Combe de l'Observatoire de Paris. Donc, Françoise est professeure au Collège de France, elle est membre de l'Académie des sciences et elle va donc nous parler, on va dire, de la première thématique avec Jim Peebles et son exposé s'intitule « Comment le Big Bang s'est imposé » et je suis heureuse de lui céder la parole. Merci beaucoup, merci de venir nombreux ici. Donc, en effet, mon exposé, comme vous le voyez, va être en hommage à Jim Peebles, qui est un des cosmologues les plus importants du siècle. Il a commencé sa carrière dans les années 65. Il a travaillé sur tous les sujets. Vous voyez ici l'histoire de l'univers. Donc, hop là, excusez-moi. Finalement, il s'est mis à marcher. Donc, il a travaillé sur l'inflation, sur les premières fluctuations primordiales qui ont donné les grandes structures. Il a travaillé aussi sur l'énergie noire. Donc, il a travaillé un peu là-dessus, surtout. Il a eu des travaux qui étaient très, très influents pour tout le reste de la communauté. Donc, mais pour remonter un petit peu comment le Big Bang s'est imposé, il faut repartir à partir de l'histoire. Donc, je remonterai jusqu'à le siècle dernier, 1920, parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'il y a un siècle, on ne savait même pas que les galaxies existaient.
Donc c'est qu'on voit quand même, on a fait beaucoup de travail depuis, puisqu'on a exploré tout l'univers jusqu'à l'horizon, jusqu'au Big Bang. Donc en 1920, il y avait un grand débat pour savoir si les galaxies extérieures existaient ou si les nébuleuses qu'avait vu par exemple Charles Messier, qui avait fait un catalogue d'objets, mais dans ces objets, il y avait un petit peu de tout. Il y avait des nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion, des nébuleuses gazeuses dans la Voie lactée, il y avait des amas d'étoiles, il y avait peut-être des galaxies. Est-ce que les galaxies existaient vraiment? Donc il y avait un grand problème de distance. On ne savait pas quelle était la taille de l'univers. Il y avait Harlow Shapley et Herbert Curtis qui débattaient, et chacun était pour ou contre. Il y avait quand même des mesures de décalage vers le rouge. Par exemple, Vesto-Slipher avait montré que ces fameuses nébuleuses de la Voie lactée avaient des vitesses très grandes, décalées. Si on l'interprète, le décalage vers le rouge, comme un effet Doppler, ça faisait des milliers de kilomètres par seconde, ce qui était énorme et mal compris à cette époque-là. Et pourtant, on avait, et je dois rendre hommage ici à Henrietta Leavitt, une astronome qui avait découvert la relation période-luminosité pour les céphéides. Vous savez que les céphéides sont un indicateur de distance. La période, elles sont variables, donc la luminosité varie. Et cette période est indépendante de la distance, elle peut se mesurer facilement. Et à ce moment-là, on a la luminosité intrinsèque de l'étoile, et avec son éclat apparent, on a la distance. Mais même Herbert Curtis ne croyait pas encore à cette relation. Vous voyez qu'au début, quand on fait une découverte, il y a quand même un scepticisme qui s'installe. Harlow Shapley y croyait. Et finalement, Hubble, que vous voyez ici, avait en 1925-26 identifié des céphéides dans les galaxies les plus proches, Andromède, Messier 31 et Messier 33. Donc c'est à cette époque-là qu'on a vu qu'elles étaient très distantes. 1 mégaparsec, un parsec c'est 3 années-lumière, et donc les galaxies existaient. Donc c'est en 1926 que le débat a terminé en disant que les galaxies existaient. Il existe des galaxies en dehors de la nôtre. Et puis il avait regardé aussi que toutes ces vitesses qui avaient été mesurées par Slipher et d'autres, il y avait une relation presque linéaire, enfin encore très très bruitée, mais presque linéaire entre la vitesse d'échappement des galaxies et leur distance. Et donc, c'est les premières idées d'expansion. Il a conclu à une expansion de l'univers en 1929, mais il faut dire que le premier qui a eu l'idée, c'était Georges Lemaître, qui en 1927 a eu l'idée de dire que ces fameux décalages vers le rouge, en fait, c'est pas un effet Doppler, c'est une dilatation de l'espace. On peut représenter l'espace à 2 dimensions, si vous voulez, c'est la surface du ballon. Les galaxies, lorsque l'espace se dilate, c'est-à-dire que le ballon est gonflé, si vous voulez, les galaxies ne bougent pas, mais elles s'éloignent les unes des autres avec une vitesse apparente proportionnelle à leur distance. Et donc c'est ça le décalage vers le rouge, ce n'est pas un effet Doppler. Pourquoi le photon est décalé vers le rouge? Eh bien simplement parce que le photon, il suit la dilatation de l'espace, et qu'une longueur d'onde qui était bleue au départ, eh bien, elle devient rouge. Elle a exactement la même dilatation que l'espace. Donc vous voyez, Lemaître avait vu tout ça, même avant tous les autres, et c'est pourquoi en 2018 l'Union astronomique internationale, l'UAI, a décidé d'appeler la loi de Hubble Lemaître, puisque finalement c'est lui qui l'avait dit en premier. L'article de 1927 était en français, il n'avait pas passé l'Atlantique, donc Hubble a écrit son article en 1929 sans le savoir. Alors là, je suis allée sur les observations. Donc en 1929, on avait l'expansion. Mais je reviens un tout petit peu quelques années auparavant, parce que la théorie se développait à la même vitesse en parallèle. Et comme vous le savez, Einstein, en 1915, avait montré que la gravité n'était pas une force comme les autres. Il y avait une masse inertielle qui est toujours égale à la masse gravitante. Ce n'est pas un hasard. Et donc, il avait montré que la gravité était surtout la déformation de l'espace. Et donc, n'importe quel objet, comme le Soleil, par exemple, ici, déforme l'espace. Et c'est pour ça que tous les corps sont attirés. En fait, ils suivent les géodésiques, etc., comme les photons. Et donc, en 1917, on commençait à exploiter cette relation de relativité générale. Alors, cette relation, c'est quoi? C'est une équation qui relie la géométrie, c'est-à-dire la courbure de l'univers, etc., avec le contenu de l'univers, la densité de matière et la densité d'énergie, impulsion énergie. À cette époque, donc, les équations montraient qu'on avait plusieurs solutions. Soit l'univers se dilatait énormément jusqu'à l'infini, soit il se concentrait, mais on n'avait aucune solution stable. Et là, Einstein et d'autres, d'ailleurs, il n'était pas le seul à penser que dans l'espace, tout est statique, ne change pas, immuable. Et donc, c'est une hérésie. Il faut absolument un univers statique. Donc, il a rajouté une constante lambda.
Et il disait que c'était une nécessité, mais qui détruisait complètement la beauté de la théorie. Mais il fallait absolument cette lambda pour avoir un univers statique et stable. Et dans sa vision, il y avait un univers fini avec courbure positive qui pouvait être stabilisée. Mais quand même, dans la décennie suivante, il y avait quand même des théoriciens comme Friedman, Lemaître évidemment, qui avaient montré les solutions de l'équation. Alors vous voyez ici la taille caractéristique de l'univers en fonction du temps, et puis une petite représentation très symbolique. À nouveau, l'espace, c'est seulement la surface à 2 dimensions de ces manifold ici. Donc tout dépend de la densité de l'univers. Si la densité est plus grande qu'une densité critique, cette densité critique est assez faible, 10,29 grammes par centimètre cube. Donc si cette densité est plus grande, à ce moment-là, on a un univers fermé à courbure positive. Et si vous voyez ici, nous sommes ici, donc le futur de l'univers serait une concentration, une condensation, un big crunch si vous voulez. Et puis, si on est exactement à la densité critique, on a un univers à courbure nulle, un univers plat. Et supérieur à la densité critique, on a quelque chose qui se dilate jusqu'à l'infini avec une courbure négative, une selle de cheval. Il y avait aussi, dès 1917, William de Sitter, qui s'était dit, bon, c'est très compliqué de résoudre cette équation. Si j'enlève toute la matière, c'est encore plus simple. Je vais juste garder le lambda que vient d'introduire Einstein pour avoir un univers statique. Et si je fais ρ égale 0 dans cette équation, je trouve quoi ? Eh bien, je trouve quelque chose qui est en dilatation exponentielle. Alors ça, c'est très intéressant. Einstein n'y croyait pas du tout. Il disait, oh là là, il croyait aux idées de Mach, c'est-à-dire que l'inertie de la matière est liée à toute la matière qu'il y a dans l'univers. Donc le fait qu'il n'y ait pas de matière dans l'univers, c'était une hérésie. Donc il pensait, oh, votre univers explose. Eh bien alors, disait De Sitter. Donc finalement, je le mentionne ici parce que c'est De Sitter qui avait raison. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers qui est presque en expansion exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'on a cette énergie noire, lambda, qui vaut 70%. Mais comme toutes les autres densités vont s'effondrer parce qu'elles sont diluées avec le volume, sur R3, sur R4 pour les photons, et c'est cette constante qui va dominer. Donc bientôt, on aura 90% d'énergie noire et jusqu'à 100%. Donc on aura exactement l'univers de De Sitter. Donc il avait vraiment raison. Alors, une fois que, en 1929, l'expansion de l'univers a été établie, par Hubble et Lemaître, Einstein a dû reconnaître qu'il s'était trompé. On n'a pas besoin de lambda. Donc, il s'est dit la constante lambda est inutile. Il a dit peut-être que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et il se remet avec De Sitter, qui n'apprécie pas jusque-là, mais finalement, ils travaillent ensemble en 1932 à un modèle qui s'appelle Einstein-De Sitter, qui a été très populaire pendant tout le XXe siècle, où certains ont utilisé lambda, mais la plupart de la communauté avait oublié le lambda, vu qu'on n'en avait plus besoin. Alors il y a un rôle de Gamov dans cette composition du Big Bang, la théorie du Big Bang. Gamov est un astronome russe qui vivait aux États-Unis, qui était très humoristique. C'est lui peut-être qui a concouru à avoir cette légende que Einstein avait dit que la plus grande erreur de sa vie était d'avoir introduit ce lambda. Peut-être, les historiens disent que Einstein ne l'a jamais dit, enfin en tout cas il le pensait très fort. Qu'a fait Georges Gamov ? Il étudiait la nucléosynthèse des éléments. Alors, vous savez que la nucléosynthèse des éléments lourds se fait dans les étoiles. On a des réactions nucléaires très importantes qui forment le carbone, l'azote, l'oxygène jusqu'au fer, les éléments lourds. Mais les éléments légers, il y a un problème. Alors évidemment, dans le Soleil, dans les autres étoiles, vous fusionnez un peu d'hydrogène pour faire de l'hélium, mais c'est assez faible comme quantité. On a 25% en masse d'hélium dans l'univers, et ce 25%, il est essentiellement dû au premier quart d'heure de l'univers. On a une densité énorme, avec une température énorme, bien plus que dans les étoiles. Et donc, ce qu'avait vu Georges Gamov, et qu'il a écrit dans un papier en 1948, un fameux papier sur la nucléosynthèse primordiale, c'est que tout l'hélium, le deutérium, le lithium, est formé dans le premier quart d'heure de l'univers, dans le Big Bang. Il avait, comme je dis, beaucoup d'humour, donc il avait travaillé avec son étudiant, Ralph Alpher. Et puis, il s'est dit, bien, si je mets Bethe, qui est un professeur dans l'Institut, qui n'avait rien fait dans ce papier, mais qui se trouvait là, si je le mets, ça va faire alpha, bêta, gamma.
Donc, formidable. Donc, ils ont publié ce papier Alpher Beta Gamov et ils l'ont publié un 1er avril. Bon, ça ne s'invente pas. C'était Monsieur Gamov. Donc, Gamov a quand même énormément contribué à la composition de ce Big Bang, puisque la nucléosynthèse primordiale, l'hélium, que l'on voit dans le Soleil, tout l'hélium qu'on voit dans le Soleil vient du Big Bang. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'était une des... Alors, on va voir que ça a été encore confirmé plus tard. Donc, cette théorie du Big Bang, en 1929, donc, on a la preuve qu'il y a expansion de l'univers. L'espace est en expansion, plus besoin de lambda, comme disait Einstein. Le maître disait que si on extrapole dans le passé cette expansion, et ben dans le passé, on a un univers très, très dense et très chaud. Ils appelaient ça l'atome primitif. Et puis, il y avait quand même des détracteurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre cette idée de Big Bang, etc. Fred Hoyle, par exemple, avec les Burbidge. Fred Hoyle animait des émissions à la BBC et voulait se moquer complètement de cette explosion initiale. Il disait, c'est un Big Bang, c'est n'importe quoi. Et finalement, c'est resté. Donc, on a un nom maintenant à cette théorie. Non seulement elle a été prouvée ici par l'expansion, par la nucléosynthèse primordiale, mais maintenant, on a un nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et en 1965, encore une très grande confirmation de ce Big Bang, c'est la découverte du fond cosmologique. Alors c'est là qu'intervient notre Jim Peebles ici. Donc en 1962, c'est un Canadien, Jim Peebles. En 1962, il cherche à faire une thèse de doctorat en cosmologie. Et donc il va voir à Princeton Robert Dicke, qui était assez connu pour ses travaux sur la gravité, etc. Et avec Dicke, ils ont un petit soupçon, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais Gamov aussi il avait un petit soupçon que sans doute dans le Big Bang originel, vous formez à partir de toute cette énergie, à un moment ça se refroidit, vous formez la matière, mais il en reste encore et qui va former un fond diffus de rayonnement que l'on peut peut-être trouver aujourd'hui. On ne connaissait pas la température, mais Gamov en avait eu un petit soupçon, mais n'avait rien écrit, donc Dicke ne le savait pas du tout. Et donc Dicke pensait qu'on pourrait peut-être détecter un fond diffus cosmologique. Il avait deux expérimentateurs, Hall et Wilkinson, qui étaient en train de préparer un instrument pour détecter ce fond. Et puis, en parallèle, Penzias et Wilson, que vous avez là, qui étaient dans le Bell Laboratories dans le New Jersey, ils voulaient prouver qu'il serait possible d'utiliser les longueurs d'onde millimétriques, donc les micro-ondes, si vous voulez, pour faire de la communication. Donc, ils avaient un grand cornet, que vous voyez là, qui peut émettre et recevoir des ondes millimétriques, et ils voulaient les envoyer à un satellite artificiel qui ensuite le reviendrait sur Terre. Et donc, leur but de Bell Laboratories, c'était de faire des télécommunications. Donc, quand ils ont essayé de tester leur matériel, ils voyaient qu'il y avait un fond bruité, très fort, qui leur empêchait de voir leurs signaux. Et ce fond était partout. Ils ont essayé de voir si ce n'était pas, par exemple, les fientes de pigeons qu'il y avait dans le cornet. Ils ont bien nettoyé le cornet. Rien du tout. Et puis, ils regardaient si ça dépendait de la galaxie. Lorsque la galaxie montait, descendait, rien du tout. Le fond était partout, partout, partout. Et donc, ils sont allés voir à Princeton, qui est pas loin dans le New Jersey, Dicke et Peebles. Et donc, lorsqu'ils ont compris, Peebles et Dicke se sont effondrés. Catastrophe. We have been scooped, ont-ils dit. Donc vous voyez que Peebles était déjà passé pas loin du prix Nobel à ce moment-là, parce que comme vous le savez, c'est Penzias et Wilson qui ont le prix Nobel en 1978. Donc il y a eu deux papiers, l'un à côté de l'autre d'un PJ, ils se sont mis d'accord pour faire deux papiers. Le premier disait la théorie, et puis le deuxième, la détection du signal. Donc le signal est à, comme vous le savez, 2,73 degrés Kelvin. C'était prévu par les théoriciens inférieurs à 40 K. Et puis, il y a, dans cette pièce, là, vous avez 400 photons par centimètre cube du Big Bang, et vous êtes traversés, puisqu'ils vont à la vitesse de la lumière, à 10 puissance 13 photons par centimètre carré par seconde. Vous êtes traversés de ces micro-ondes, donc vous êtes chauffés par le Big Bang. Alors évidemment, Peebles avait vu aussi l'intérêt de ce Big Bang, parce que ici, vous avez 3 missions qui ont observé le ciel en micro-ondes, COBE, WMAP, Planck. Vous voyez la progression de la résolution spatiale. Mais ce fond, il est complètement constant. Et les fluctuations que vous voyez dans ce fond, elles sont à 10-5. Alors vous voyez que si on enlève la constante, on voit d'abord un dipôle, qui est la traduction de notre mouvement par rapport au fond cosmologique, qui est de 600 km par seconde. Vous voyez ensuite la Voie lactée, qui est émise par ses poussières et son rayonnement synchrotron. Lorsque vous avez enlevé tous les avant-plans, vous avez des fluctuations. Et ça, Jim Peebles l'avait bien vu, ce sont les fluctuations primordiales qui vont donner lieu aux grandes structures.
Et c'est très très riche, d'autant plus riche que ça se passe 380 000 ans après le Big Bang. Donc les structures sont tout à fait linéaires. Les fluctuations sont de 10-5, 1 pour 100 000. Et donc on peut faire des calculs analytiques, c'est très précis, c'est pas dégénéré, ça permet de faire énormément de progrès. Donc ici, vous voyez, 380 ans après le Big Bang, vous avez une densité des fluctuations de température et de densité qui sont de 10-5, très très peu. Et donc Peebles s'intéressait à savoir comment on allait de cet état à un état très contrasté aujourd'hui. Vous voyez des simulations numériques qui partent de cet état-là. Et 13,8 milliards d'années après, vous avez des galaxies, des structures, etc. Ce que Peebles faisait avec Sonera, par exemple, c'était d'essayer de simuler avec la corrélation à deux corps, qui est une loi de puissance, des galaxies. Ici, c'était le modèle, les données observées. Chaque point est une galaxie. Et le modèle qu'il avait fait déjà, qui ressemblait beaucoup. Donc, il avait compris un petit peu comment faire. Et il s'intéressait aussi, comme il avait compris que ces fluctuations étaient initiales, il l'avait relié à la constante lambda, dont on ne parlait pas encore, puisque c'était en 88. Il avait pensé qu'il y avait peut-être une grande inflation, je vais en parler tout de suite, au départ des Big Bang, qui était un champ V de phi, et qui ressemblait beaucoup à l'expansion de l'univers, on va le voir. Et donc, il avait déjà fait des modèles où ce champ scalaire qui représente les fluctuations au départ va représenter l'univers à la fin aujourd'hui. Alors, on fait toujours une analogie entre les deux expansions. On a une expansion accélérée aujourd'hui et l'inflation, mais on a des ordres de grandeur entre les deux. L'inflation va durer moins qu'une seconde et le reste va durer des milliards d'années. Donc, je vais y revenir. Alors, justement, ça c'était en 88. En 98, un gros bouleversement à nouveau de la cosmologie, c'est la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors comment ça a été fait ? Eh bien, il nous fallait un indicateur de distance indépendant de l'expansion. On avait des supernovae de type 1A, que je ne détaille pas du tout, mais qui sont un petit peu comme les céphéides, un indicateur de distance. Donc, on a le décalage vers le rouge, le redshift de ces supernovae. Donc, on pouvait penser qu'on avait la distance. Mais quand on a eu un indicateur de distance indépendant, qui dépendait de la périodicité de cette supernova, etc., on s'est aperçu qu'ils étaient beaucoup plus loin que prévu par leur décalage vers le rouge. Et c'est là qu'on a vu qu'il fallait une accélération de l'expansion. Donc, ces deux équipes qui ont trouvé ceci ont eu, elles aussi, le prix Nobel en 2011. Donc, vous voyez, il y a une série de prix Nobel en astrophysique qui ponctuent un peu les progrès en cosmologie. Ici, on peut se dire que c'est comme un feuilleton. Donc, la constante lambda, le retour. On en reparle. On est obligé d'en reparler maintenant. Donc, Einstein, finalement, ce n'était pas une erreur. Il avait raison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lambda ? Alors, je reviens un petit peu même en arrière, puisqu'on fait un peu d'histoire ici. Même Wolfgang Pauli, alors le XXe siècle était très très riche. Il avait à la fois les progrès en gravité et les progrès en mécanique quantique. Et donc Pauli avait remarqué que dans le vide quantique, vous avez des fluctuations d'énergie et qu'on peut peut-être calculer la densité d'énergie du vide. Et il avait dit, bon, cette constante lambda, ça joue le rôle d'une énergie du vide. Est-ce qu'on peut faire un lien entre mécanique quantique et la fameuse constante lambda qu'avait introduite Einstein ? Donc il a calculé avec, vous savez, chaque degré de liberté est comme un oscillateur harmonique. Donc on a une énergie H bar oméga à chaque fois. Et donc il somme toutes les oscillateurs harmoniques. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un lambda tel que la taille de l'univers d'Einstein, c'est 31 km. Donc là, ça ne marchait pas du tout. Entre lambda, la densité d'énergie, et A, qui est la taille de l'univers, vous avez cette relation-là. Donc plus lambda est grand, plus l'univers est petit. Et là, lambda était des ordres de grandeur trop grands. Alors on pourrait penser, oui, c'était les débuts de la mécanique quantique. Là, en 60-70, on a une autre théorie de la mécanique quantique avec la chromodynamique quantique, des quarks, etc. Eh bien, c'est pareil, on somme les degrés de liberté pour avoir toute l'énergie de la fluctuation du vide, pour savoir quelle sera l'énergie du vide. Eh bien, selon le cas, selon qu'on met une coupure à une énergie électrofaible, etc., je ne détaille pas, eh bien, on a entre 60 et 110 ordres de grandeur, c'est-à-dire 10 puissance 110 fois trop grand. Donc, quand vous faites le calcul de l'énergie du vide quantique, le vide quantique existe, on le voit en laboratoire, on l'a mesuré, il y a les forces de Cassini, on peut le voir, et donc c'est une réalité. Le tout, c'est qu'on ne sait pas
rendre compatible la mécanique quantique et la gravité. Ce que ça devient dans l'univers, c'est quand même assez difficile. Donc on voit que ça ne marche pas. Et donc on est toujours là. On n'a toujours pas résolu le problème. Voici le contenu de l'univers aujourd'hui. On le connaît avec très grande précision grâce à Planck, grâce aux lentilles gravitationnelles, grâce à beaucoup d'observations indépendantes mais très cohérentes. On appelle ça le modèle de concordance. On a 5% de matière ordinaire, protons et baryons, que l'on voit dans le gaz des galaxies, les étoiles, etc. Ça, c'est la physique qu'on connaît. Et puis, il y a la matière noire que l'on ne connaît pas du tout, 25%, qui ne c'est pas du tout des baryons, mais on ne la trouve pas dans les ordinateurs encore. Et puis, cette fameuse énergie noire, le lambda, qu'Einstein ne voulait pas, mais qui existe et qui fait 70% et qui, dans le futur, fera 90% et 99%. Donc, on va être dominé. Alors, on a quand même des problèmes encore. Vous allez me dire, ce modèle standard, il est bien établi. Le Big Bang est bien solide. Tout le monde y croit. On a quelques petites tensions quand même. Hein, on a calculé cette fameuse constante de Hubble-Lemaitre. On l'a calculée avec une échelle de distance. L'échelle, ça veut dire qu'on a d'abord des céphéides, puis ensuite la relation de Touy-Fisher, après on a des supernovae. On a calibré tout un tas d'indicateurs de distance. Ça nous donne une valeur de cette constante. Et puis, quand on regarde Planck, on voit qu'il y a une autre valeur très loin dans l'univers. Si on croit au modèle standard, on a une valeur qui est différente. Donc ça, c'est une tension où les astronomes s'occupent actuellement. Et puis, je vais terminer par justement ce qu'on sait de l'inflation, le début de l'univers, puisque Peebles avait beaucoup travaillé là-dessus. On a l'inflation, pourquoi ? Parce qu'on a un problème d'horizon. Alors, je vais essayer d'expliquer en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que l'horizon ? L'horizon, c'est la sphère que vous avez autour de chaque observateur dans l'univers. Donc, par exemple, nous sommes là, et autour de nous, nous avons une sphère qui représente la distance maximale à laquelle on peut observer des objets. Alors pourquoi ? Parce que simplement, quand on regarde très loin en astronomie, eh bien, on est obligé de remonter le temps, puisque le messager va à la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, ça n'est pas infini. Donc lorsqu'il y a une galaxie qui est ici, qui nous envoie de la lumière, on la reçoit 12 milliards d'années après. Donc on voit la galaxie telle qu'elle était quand elle était très jeune. Donc on remonte le temps, et vous voyez qu'on va remonter jusqu'au Big Bang. Ici, ça c'est le fond cosmologique. Et puis, c'est ce qu'on a fait avec le Hubble Space Telescope. On voit des galaxies jusque-là, et puis après on ne voit plus rien. Et là, il y a plein de galaxies certainement, mais on ne les verra pas, puisqu'elles n'ont pas eu le temps de nous envoyer des signaux, et même comme l'espace est en expansion accélérée, sans doute on ne les verra jamais. Donc voici l'horizon. Maintenant, le problème de l'horizon, c'est le suivant. Vous avez vu le ciel de Planck. Vous savez que c'est le ciel qui existait 380 000 ans après le Big Bang. L'horizon était tout petit, puisqu'il faisait 380 000 années-lumière. Et donc, il faisait 1 degré carré, c'est-à-dire un petit point orange, là. Il y a 45 000 horizons sur cette image. Et le gros problème, c'est qu'ils indiquent tous la même température de fond, à 10-5 près, sans être reliés causalement, puisque la lumière n'a pas pu aller d'un point à l'autre. Donc cet horizon-là, ce problème de l'horizon a été résolu par l'inflation, Starobinsky, 79, Guth, Linde, qui ont supposé que pendant la première seconde, même 10-32 secondes, l'univers avait subi une dilatation encore plus grande de 30 ordres de grandeur. Donc vous voyez, si pendant ce temps-là, la lumière n'a pas le temps de bouger, donc l'horizon ne bouge pas, par contre, l'univers se dilate, et donc on peut dire que dans cette image-là, vous voyez toujours la même fluctuation qui sont causalement reliées. Et puis, l'inflation vous résout aussi le problème de la platitude, la courbure nulle de l'univers, puisqu'en fait, l'écart à la courbure nulle, normalement, devrait croître exponentiellement, donc ce serait un ajustement fin. En fait, nous sommes là, probablement, puisqu'on a eu 30 ordres de grandeur de dilatation, et puis aussi, cette inflation nous produit l'origine des fluctuations primordiales que l'on voit dans la carte de Planck. Ce sont des fluctuations quantiques qui, tout d'un coup, en les multipliant par 10 puissance 30, deviennent macroscopiques, de taille macroscopique. Et ce sont ces fluctuations-là qui vont donner source aux structures de l'univers. Alors, le gros problème, comme l'avait déjà vu Linde en 1982-83, c'est que cette inflation, on ne peut pas l'arrêter partout. Alors on peut l'arrêter dans certaines bulles. Vous voyez ici une bulle ici. On peut l'arrêter, l'univers se réchauffe, nous sommes dans un tel univers ici. Mais l'espace entre les bulles continue sa dilatation et de 30 ordres de grandeur toutes les 10-32 secondes. Donc vous voyez que tous ces multivers
on ne peut pas les éviter si vraiment on croit à cette inflation, qui est une hypothèse, je le répète, c'est une théorie, mais elle n'a jamais été vérifiée. Hein, voici le dessin que faisait André Linde de toutes ces petites bulles d'univers, et entre ces bulles, vous avez du vide, du faux vide qui s'expanse encore plus. Alors, ce Big Bang, tout le monde est d'accord. L'inflation, c'est une hypothèse, on peut prévoir d'autres alternatives, mais il y a toujours un Big Bang. Alors, par exemple, voici une théorie alternative à l'inflation. Ce serait, par exemple, qui sort de cordes, à la théorie des cordes. Vous avez, par exemple, une membrane dans cette théorie des cordes, et si deux membranes se rencontrent, vous avez un échauffement tel que vous avez un Big Bang. Donc, le Big Bang est toujours là. Dans toutes les théories alternatives, il va être là. Ce qui montre que personne ne le remet en cause. Et après cette collision, vous pourrez refroidir, former des galaxies et puis revenir. Donc il y a une possibilité d'univers cyclique, par exemple Pioroc et Steinhardt, mais c'est très marginal. Ce n'est pas la théorie standard qui est admise. Donc j'en terminerai par ici. L'histoire donc n'est pas du tout terminée. On a vu comment le Big Bang s'était vraiment imposé, mais à part ça, on a plein d'autres problèmes. Quelle est l'origine des fluctuations primordiales? Pourquoi il y a ce problème d'horizon? Est-ce que c'est vraiment l'inflation? On avait pensé qu'on pourrait montrer la preuve de cette inflation, car l'inflation produit d'énormes ondes gravitationnelles primordiales. C'est un super événement. On pensait qu'on pourrait le détecter dans le fond de Planck par une perturbation tensorielle qui nous fait une polarisation de type B. Il y a un moment, Bicep 2 avait pensé le détecter, mais il s'agissait en fait seulement de la polarisation du rayonnement à cause de la poussière. En fait, Planck reçoit des avant-plans qui sont l'émission de la poussière qui est alignée avec le champ magnétique, et donc ce n'était qu'une fausse nouvelle. Donc on ne sait pas, mais dans les futurs, peut-être on pourra prouver l'inflation. Et donc j'en terminerai là avec James Peebles, qui non seulement a fait d'énormes avancées dans la cosmologie, mais aussi a écrit des livres qui sont des ouvrages de référence, à la fois pour les étudiants et pour les professeurs. Il avait écrit en Large Scale Structures of the Universe en 1980, Principle of Physical Cosmology en 1993. Ce sont des livres qui sont des livres de chevet. Il y en a un autre qui va sortir en juin de cette année, Cosmology Century, où il fait l'histoire un peu de la cosmologie dans tout ce siècle, et il l'a vécu de l'intérieur, donc c'est sans doute passionnant. Je vous remercie. Oui. Alors, si vous voulez poser une ou deux questions, on a 3-4 minutes. Le temps que le suivant s'installe. Oui. Merci de votre exposé qui était très bien. Vous nous avez induit qu'il y avait des multivers, donc plusieurs Big Bang. Quel est-il de leurs différentes horloges? Est-ce qu'il y a une horloge unique ou on a chacun son horloge? Ah non, dans ce modèle multivers, qui est un modèle, une spéculation en fait, donc dans ce modèle, non, ça reprend en fait l'état stationnaire que voulait qu'il n'y ait pas un début, une fin. Il y a 36 000 Big Bang et donc 36 000 bulles, et il n'y a aucune corrélation entre elles. Oui, on a l'impression, bien sûr, d'un accord total de tous les physiciens, astrophysiciens, sur ce que vous nous avez exposé. Je suis vraiment grand public, rien à voir avec l'astrophysique. Est-ce qu'il y aurait un rebelle dans l'astrophysique? Est-ce qu'il y aurait un complotiste? Est-ce qu'il y aurait une théorie que personne ne veut accepter, mais où il y aurait peut-être du futur et des choses à découvrir? Mais il y en a eu dans l'histoire beaucoup. Je citais Burbidge et Hoyle. Lorsque le Big Bang n'était pas encore bien imposé, ils voulaient avoir un état stationnaire. Donc ils n'aimaient pas un début et une fin. Donc un état stationnaire, ils avaient quand même été obligés d'accepter l'expansion de l'univers. On voit l'expansion est un fait. Mais ils pensaient que la matière était créée. Par exemple, on voyait des trous noirs. Il y a des trous noirs dans chaque galaxie, on le sait. Il y avait des quasars qui émettent des jets de matière. Donc, ils pensaient que la matière était sans arrêt recréée par les trous noirs. Donc, c'était des créations de matière et état stationnaire. Donc, ça a été une des hypothèses, comme vous le dites, de rebelles.
Mais maintenant, ces gens-là sont à la retraite ou ont disparu. Donc, il y en a toujours. Il y en a toujours qui... Alors, il y a, par exemple, le Big Bang un petit peu périodique, recyclique, qui a beaucoup de problèmes. Je vous l'ai cité en dernier. C'est vraiment... On peut dire que c'est un rebelle, en quelque sorte, parce qu'il y a le Big Bang quand même, mais il y a quand même un univers cyclique qui est très difficile à réconcilier avec les observations. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est rebelle, mais à peut-être juste titre. Je vous ai parlé de matière noire, d'énergie noire, et comme on ne les trouve toujours pas, beaucoup de personnes s'interrogent pour savoir si on pourrait changer la gravité, avoir une gravité modifiée. Alors, il y a par exemple Milgrom, en 1983, qui a pensé à cette gravité modifiée, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Milgrom était un rebelle un petit peu seul pendant 20 ans, jusqu'à 1998, où on s'est aperçu qu'il y avait cette constante cosmologique lambda, et on était obligé finalement de changer la relativité générale d'Einstein, en fait, pour prévoir tout ça, et d'avoir une gravité qui est moins grande à grande échelle, plus grande à petite échelle. Donc la gravité modifiée, maintenant il y a des centaines de personnes qui travaillent dessus, donc c'est pas vraiment un rebelle. Ça passait aussi dans... Donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a hypothèse matière noire et secteur noir, et puis hypothèse gravité modifiée. Donc c'est pas aussi... Tout le monde n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est assez varié. Il y a beaucoup de pistes à explorer.